Bonjour Noria Larose, vous êtes directrice de Nel et Associés et vous allez nous parler aujourd'hui de comment choisir un outil périn pour accompagner la transformation digitale. Merci. Alors en fait, je vais plutôt me consacrer aujourd'hui à aborder une thématique qui nous est très à cœur au sein de l'équipe, au sein de l'agence de Nel et Associés, qui est justement comment atteindre l'excellence en digital learning. Mhm. Donc c'est ce que je vous propose. Donc c'est de alors attendez, je ne sais pas si je vois le PowerPoint. Voilà, c'est déjà de poursuivre avec Dali finalement qui avait cette formule ne craignez pas la perfection, ne craignez pas d'atteindre la perfection, vous n'y arriverez jamais. Et c'est vrai que j'aime bien cette formule parce que finalement ça nous donne un petit peu l'élan pour y aller et même si on pense tous à l'excellence, à la perfection et on se dit mais comment finalement y aller tant qu'on a cet objectif en tête, en fait c'est ça qui va nous permettre de trouver les moyens et de mettre en place la démarche qui va nous permettre d'offrir un dispositif de formation digitale optimal. Donc, ce que je voulais aborder aujourd'hui, c'était les quatre temps, en fait, les quatre points forts pour mettre en place cette démarche d'excellence. Donc, tout d'abord, observer, expérimenter, c'est vraiment fondamental. Se fixer des objectifs réalistes et les poursuivre. Déterminer les moyens adaptés pour y parvenir. Et enfin, la mise en place, effectivement, d'une démarche qualité. Donc, quand on parle d'observer et expérimenter, ça va passer par plusieurs choses. Nous, ce qu'on se dit à chaque fois quand on fait, au quotidien et sur l'année, c'est vraiment de nous inspirer de choses qui ont été mises en place en e-learning. Alors, parfois, quand j'interviens, on me demande quelle est la différence entre e-learning et digital learning. Donc, on a tendance à dire que l'e-learning, c'est vraiment la formation digitale telle qu'on la faisait il y a une quinzaine d'années. Et le digital learning, c'est plus actuel, c'est ce qu'on fait finalement depuis 2-3 ans, parce que finalement, quand on regarde un petit peu, nous, ça fait 17 ans ou une vingtaine d'années à peu près qu'on fait du e-learning ou du digital learning. On a essayé beaucoup de choses, on a mis en place un certain nombre de modalités de formation à distance, ou alors de modalités digitales aussi en présentiel. Et finalement, on a pu expérimenter et observer qu'il y avait des choses qui fonctionnaient bien et d'autres moins bien. Donc l'idée, c'est toujours de nous appuyer et de faire écho, enfin de nous inspirer, oui, de notre expérience et de voir justement ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné, tout en lisant également des études de chercheurs, parce que au-delà d'un ressenti ou d'une intuition, il faut aussi s'appuyer sur des études universitaires en fait pour pouvoir étayer et avancer dans notre travail. Après, quand on regarde aussi ce qui se fait aujourd'hui en digital learning, c'est vrai que nous-mêmes, on est toujours en veille pour voir un petit peu ce qui se fait aussi à l'étranger, parce qu'il y a le digital learning en France, il y a un certain nombre de dispositifs qui ont été mis en place, que ce soit au sein des universités avec les MOOC, qui sont, eux, librement accessibles. Donc, c'est assez simple de s'inscrire et puis de vivre par soi-même, en fait, cette expérience digitale. Mais après, ça peut être aussi intéressant de voir un petit peu ce qui se fait à l'étranger, parce que ça donne aussi des idées et ça nous permet aussi de prendre du recul par rapport à ce qu'on met en place en France. Alors après, c'est également essentiel d'observer les comportements et les réactions des apprenants quand on met en place une formation digitale. Donc c'est d'être toujours attentif aux retours des apprenants, des formateurs aussi, de voir un petit peu comment les choses sont vécues, finalement, quels vont être les résultats aussi qui vont être observés. Parce qu'il y a toujours un enjeu opérationnel en général. Et puis également, avant même de se lancer dans la conception d'une formation digitale, ça va être de se dire mais quels sont les usages finalement du public qu'on va viser, et pas uniquement dans le domaine de la formation, mais de se dire finalement on a tous des habitudes, des préférences, des centres d'intérêt, et pour concevoir le dispositif de formation qui va être vraiment approprié et pertinent, qui va donner envie aux gens de suivre cette formation, il est aussi important de bien les comprendre, de s'inspirer vraiment de
de ce qui va vraiment faire appel à leurs émotions, à leurs usages, et ça donne des clés pour concevoir les choses de façon pertinente. Alors après, c'est aussi intéressant d'expérimenter, et souvent, parfois, on voit que les gens se cantonnent à ce qu'ils connaissent, donc ils restent dans leur zone de confort. Et nous, au sein de l'agence, on invite toujours nos clients et nous-mêmes à s'autoriser à aller un petit peu au-delà de notre zone de confort et à tester, à expérimenter, quitte à faire parfois des erreurs, mais c'est aussi important parfois de se tromper pour finalement arriver à quelque chose qui est vraiment, qui tend en tout cas à la perfection. Donc après, c'est vrai que c'est aussi intéressant en tant que professionnel du digital learning de se mettre soi-même en situation de se former à distance ou avec le digital. Donc là, ça va être... aujourd'hui, c'est vrai que, par exemple, quand on regarde les études pour voir quelles sont les motivations pour suivre un MOOC, on voit que finalement, il y a un certain nombre de motivations, dont une qui est finalement qui ressort bien, c'est celle de se dire, moi, en tant que professionnel du digital learning, je veux aussi observer et vivre de l'intérieur cette expérience de formation à distance. Et donc, il y a un certain nombre de personnes comme nous qui ont tous suivi des formations à distance, des MOOC, pour voir un petit peu comment c'est mis en place et puis voir un petit peu aussi comment les gens qui sont inscrits au MOOC comme nous le vivent, réagissent, et donc ça, c'est aussi intéressant. Alors après, c'est aussi intéressant de se mettre en situation de former à distance ou de former avec le digital en présence, parce que c'est quand on le vit soi-même, en fait, ça donne des clés sur ce qui fonctionne. Parce que parfois, on conçoit des choses, on se dit oui, finalement, le formateur ou le e-tuteur va pouvoir mettre ça en place. Et quand on le voit aussi de l'intérieur, on se dit mais finalement, c'était pas complètement approprié. Et donc là aussi, ça donne des clés pour vivre les choses et adapter aussi un petit peu notre propos et nous confronter à ce que vivent les formateurs ou les tuteurs. Après, il y a aussi la façon de mettre en place les conditions pour en tirer des enseignements. Donc, quand on met une formation en place, ça va être de se dire quels vont être les indicateurs ou quels vont être les moyens en fait de faire un retour sur expérience et de me dire ok, j'ai lancé ce dispositif de formation à distance. Mais maintenant, qu'est-ce qui a fonctionné? Quels sont les facteurs clés de succès? Quelles sont les choses que l'on peut améliorer? Donc, il y a aussi toute une grille un petit peu d'évaluation des formations qui peut être intéressant à monter. Après, il y a la façon dont on va expérimenter aussi de nouveaux usages et de nouvelles pratiques dans d'autres domaines que celui de la formation. Donc là, ça va être intéressant à titre personnel ou professionnel, hein, bien sûr, de tester, de vivre, par exemple, d'expérimenter l'usage de l'imprimante 3D ou la réalité augmentée avant même qu'elle soit dans le domaine de la formation. C'était aussi intéressant de le tester pour voir un petit peu quelles vont être, les applications. Excusez-moi, je ne sais pas si je peux avoir une bouteille d'eau. Oui, bien sûr. Merci. Les applications pour les transposer dans le domaine de la formation. Excusez-moi. Alors après, c'est aussi important de se fixer des objectifs réalistes et de les poursuivre, hein, parce que parfois on rencontre des clients qui vont se dire bon voilà, j'ai jamais fait de digital learning, mais cette année je veux mettre en place un gros plan de formation, je veux digitaliser cette action de formation. Finalement, aujourd'hui, je n'ai rien fait, je n'ai pas d'outils, je n'ai pas d'équipe formée, etc. Donc là, c'est vrai qu'il va être important de faire les choses de façon pragmatique et de tenir compte déjà des contraintes financières ou techniques qu'on peut avoir au sein de l'entreprise. Parce que finalement, mettre en place et transformer ces formations et les digitaliser, ça représente un certain nombre de coûts et d'investissements, parce qu'il va falloir notamment acquérir parfois des outils comme des plateformes LMS ou alors des outils auteurs qui vont permettre de concevoir un certain nombre de modules e-learning ou de supports de formation. Donc il faut vraiment prendre le temps aussi d'analyser, de voir
quel va être le plan d'action qu'on souhaite mettre en place et de se projeter sur 3 ans par exemple, parce que si on se dit oui, finalement à la fin de l'année j'en serai là, pour exceller et puis pour atteindre justement l'excellence, c'est de se projeter malgré tout à 3 ans et de se dire finalement à la fin de cette année j'en serai là. Je vais faire un pilote par exemple, je vais déjà initier une démarche de digital learning, voir comment les gens réagissent, quelle organisation je vais mettre en place, peut-être pas tout de suite acquérir les outils, mais peut-être les louer ou s'abonner à une solution en mode SaaS par exemple. Et puis ensuite, une fois que je vais avoir les premiers résultats sur ce premier dispositif que je vais mettre en place, eh bien, je vais valider certaines hypothèses que j'ai émises au début, et je vais pouvoir ensuite généraliser l'organisation, les dispositifs, les modalités de formation que j'ai mis en place, et poursuivre et capitaliser en fait sur les années qui vont suivre. Et c'est important effectivement de se fixer un objectif en se disant, dans 3 ans, on en sera là. Mais pour atteindre cet objectif, je vais y aller par étapes et donc de pas se lancer bille en tête trop vite. Alors, on a une petite question par rapport à ce que vous êtes en train de nous expliquer. On a Flora qui nous demande, avez-vous des exemples d'usages et de pratiques provenant d'autres domaines applicables à la formation ? Là justement, moi je pensais par exemple il y a quelques années, on parlait des hologrammes par exemple ou de la réalité augmentée, et on n'avait absolument rien. Il y avait peu d'expérimentation ou d'exemples en formation. Enfin, il n'y avait pas encore d'application dans le domaine de la formation. Et le fait d'être allé dans d'autres domaines, donc le secteur de l'industrie ou de la grande distribution, où par exemple ils avaient déjà mis en place des dispositifs en réalité augmentée, ça nous a donné nous-mêmes des idées pour se dire finalement en formation aussi on peut se former en faisant appel à ces technologies. Donc c'était aussi dans cet objectif-là. Et on a une seconde question. Il y a quelques années, on nous dit que la vidéo était la panacée pour former les stagiaires. Le digital ne serait-il pas une nouvelle mode en entreprise que beaucoup de managers vont lancer pour faire plaisir à leur DG? Le digital, la panacée. Est-ce une mode? Est-ce une mode? Moi, alors, ça fait 17 ans que je travaille dans l'e-learning, donc je dirais pas que c'est une mode. Et puis, avant même l'e-learning, il y avait de la formation avec de la vidéo ou par correspondance. Le CNED existe depuis 70 ans, donc voilà, le fait, l'e-learning, ça fait plus de 17 ans, donc je dirais pas que c'est une mode. Après, il faut utiliser l'e-learning en fait quand c'est appliqué et que ça a du sens. Donc il y a des contextes où c'est vraiment très intéressant de mettre en place du digital. Voilà. Merci. Du coup, voilà. Et donc oui, je tenais également à mettre le doigt sur une phase qui est souvent sous-estimée dans le cadre des projets, c'est la phase de préparation. Où souvent les clients nous disent voilà, ça y est, on a fait le choix, on va travailler avec Nel et Associés par exemple. Voilà, on a le contexte, on a le public visé, on a le contenu de la formation. Donc maintenant, allons-y, on veut notre livrable ou on veut tout pour demain. Et souvent, en fait, ce dont il faut se rendre compte, c'est qu'il y a un vrai temps de préparation qui va être essentiel parce que finalement, toute la phase de conception générale, de conception détaillée, vont conditionner le succès du dispositif ensuite. Et donc, c'est vraiment essentiel de prendre ce temps-là en amont parce que finalement, ensuite, on va pouvoir aller beaucoup plus vite sur les étapes suivantes. Ah oui, c'est parce que entre la vidéo et... pendant que le PowerPoint s'installe, on réagit, justement, vous parliez d'évaluation, et ça, c'est des sujets qui intéressent les personnes qui nous suivent, et on nous demande en fait s'il existe une grille d'évaluation standard des formations digitales, ou alors est-ce que chaque entreprise doit construire sa propre grille d'analyse?
Moi, je dirais qu'il y a des points communs, effectivement, pour évaluer une formation digitale, mais après, il y a vraiment, enfin, j'en parlerai un petit peu après, mais quand on veut évaluer une formation, il y a toujours aussi des objectifs opérationnels. En fait, si on met en place une formation digitale, c'est que souvent, on a des objectifs stratégiques, en fait, qu'on souhaite atteindre. Donc, cette formation digitale va être un moyen de mettre en œuvre, et d'atteindre ces objectifs stratégiques. Donc après, ça va être de mettre en place les indicateurs adaptés. Donc, on peut pas mettre en place une grille commune à tous. Il y a toujours des spécificités en fonction des entreprises. Objectifs de l'entreprise. Exactement. Donc ensuite, je voulais également indiquer qu'il était important de déterminer les moyens adaptés pour parvenir donc à mettre en place un dispositif de digital learning. Et dans ce cas-là, pour une entreprise, il y a différentes alternatives qui se présentent à elle. Ça va être par exemple d'internaliser ou d'externaliser. Sachant qu'après, on peut avoir un curseur et finalement, on peut internaliser une partie, externaliser ce qui peut être par exemple un peu plus sophistiqué ou des dispositifs à fort enjeu ou quand on a vraiment un temps qui peut être un peu court pour tout faire en interne. Donc quand on internalise, ce qui va être intéressant, ça va être de monter une équipe parce que comme je vous le disais, en digital learning, finalement, on mobilise des compétences très variées, des compétences à la fois en termes de pédagogie, mais également en termes d'ergonomie, de graphisme, parfois de vidéo. Ça va être également la partie intégration technique. Il y a des plateformes également qu'il va falloir gérer, donc c'est certainement des développeurs aussi à recruter. Donc après, c'est vrai qu'il y a un gros enjeu en termes de recrutement, de savoir comment on va pouvoir identifier les ressources qui vont pouvoir intégrer notre équipe. Et puis, si on souhaite également faire monter en compétences des personnes qui sont déjà dans notre équipe, il va également falloir les former. Donc là, c'est vrai que nous, ce qu'on apprécie, c'est de pouvoir vraiment accompagner nos clients sur cette transformation digitale et sur cette acquisition de compétences. Donc ça passe par la formation et puis également l'accompagnement, parce qu'une fois que la formation est faite, on voit bien et on le sait tous, hein, il est important également d'accompagner sur le long terme et puis d'être vraiment dans une logique de formation-action où on va appliquer ce que les gens auront vu en formation et on va pouvoir arriver en conseil pour vraiment nous assurer que les choses ont bien été comprises, que les choses sont bien mises en œuvre. Donc nous, on met beaucoup en place en fait ce type de formation-action pour nous assurer que nos clients vont pouvoir à un moment donné devenir autonomes tout en atteignant un niveau de qualité, parce que c'est ça aussi l'enjeu, c'est de faire du digital learning, mais du digital learning de qualité qui soit vraiment en phase avec les attentes des publics qu'on cible. Et puis donc quand on internalise, il y a effectivement aussi le dernier point, c'est l'acquisition d'outils comme des plateformes LMS par exemple. Donc là il y a aussi des investissements à faire, l'expression d'être en mesure aussi d'exprimer les besoins, de pouvoir rédiger un cahier des charges. Donc là également on intervient en conseil parce que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir voir un petit peu quelles sont nos attentes, quels sont les besoins et puis de connaître aussi les fonctionnalités des outils qui existent parce que la technologie évolue et c'est vrai qu'il y a beaucoup de possibilités qui s'offrent à nous et après il va falloir arbitrer, faire des choix en fonction du budget dont on dispose, du temps également dont on dispose. Et donc il y a tous ces éléments, tous ces paramètres à prendre en compte. Et donc là, c'est vrai que ça peut être intéressant de se faire accompagner. Et puis, il y a certaines entreprises qui font aussi le choix de se dire finalement, mon métier, ce n'est pas de former ou de concevoir des formations digitales, donc je vais externaliser, je vais faire appel à une agence, à une entreprise qui va finalement prendre en charge toute la conception et la production, qui va même m'accompagner sur le déploiement de ces formations. Donc ça aussi, c'est intéressant de pouvoir offrir ce service et là aussi, il y a certains de nos clients qui nous confient l'ensemble des prestations. Donc voilà un petit peu pour cette partie-là.
Donc on comprend bien que si on veut atteindre l'excellence en formation, ça demande pas mal de travail, d'analyse, de préparation, avoir des objectifs qui sont clairs. Ça rejoint en fait du coup deux questions qui nous sont posées que je vais peut-être regrouper. On se demande du coup, on se dit ah bah oui, souvent avec le digital on va toucher plus de gens, ça va coûter moins cher. Et au final la formation est-elle devenue plus coûteuse avec le digital? Et une autre question auquel vous pourrez répondre, je pense aux deux à la fois, est-ce qu'il est possible d'être accompagné par un cabinet comme le vôtre quand on est une toute petite PME, ou est-ce que c'est réservé à des grands groupes d'atteindre cette excellence dans la formation avec le digital? Alors pour répondre à la dernière, en fait, nous on accompagne des entreprises de taille très variée et c'est ça qui nous intéresse justement, c'est d'être dans cette diversité. Donc en fait, quand on a des petites entreprises qui nous sollicitent, on va être plus dans le mode d'accompagnement, d'être en conseil et de pouvoir intervenir à des moments clés pour eux, pour vraiment leur transmettre nos savoir-faire ou alors valider que la démarche est bien mise en place et leur assurer un certain succès. Et puis après, on travaille aussi avec des grands groupes, des multinationales ou des organismes de formation, des OPCA. Enfin voilà, après c'est assez varié, mais tout le monde peut se lancer dans le digital learning et trouver le mode d'intervention. Suivant la taille de la structure, exactement. vous allez adapter le niveau de prestation. Et puis par rapport au coût, c'est vrai que il y a quelques années, enfin au tout début, je me souviens quand j'ai démarré, le discours c'était vraiment de se dire, en faisant du digital learning, je vais finalement réduire mes coûts de formation. Et on se rend compte, on en est tous conscients, c'est qu'en fait il y a juste un transfert des investissements sur le digital et finalement je ne me permettrai pas de dire que le digital learning permet de réduire les coûts. Je pense que c'est juste de l'investissement. Après, et puis il y a un vrai enjeu aussi qui a sans doute changé depuis le 17 ans que je travaille dans ce domaine-là, c'est que la formation est devenue un vrai enjeu pour les entreprises. Comme tout évolue, les savoir-faire évoluent, la technologie évolue, il faut absolument former de plus en plus les collaborateurs, être très réactifs. Donc en fait, les entreprises doivent aussi investir davantage en formation pour rester au top et continuer à innover, à être pertinente. Donc il y a effectivement un vrai enjeu et finalement ça se traduit aussi par un certain niveau d'investissement en formation. Alors, on a bien compris que chaque cas d'entreprise est particulier, qui en fait, si on veut être pertinent, il faut faire du sur-mesure et qu'on n'a pas de solution clé. La précédente intervenante nous disait que dans leur ouvrage, ils avaient les flops et les tops. Malgré tout, au vu de tous les clients que vous accompagnez, est-ce qu'il y a un certain nombre d'outils, de pratiques qui sont un peu communes à l'ensemble des projets? Oui, mais après c'est ce que j'évoque en parlant de démarche qualité, c'est qu'il y a vraiment une attention à porter. Donc par exemple sur la phase de préparation d'un projet, il va être vraiment essentiel de prendre le temps de bien définir le cadre du projet et puis de suivre ensuite les différentes étapes. Il y a toute une méthodologie à mettre en place. Et puis il y a également le fait de pouvoir valider un certain nombre de livrables, de travailler en équipe, de savoir effectivement solliciter les différentes compétences. Donc il y a un certain nombre effectivement d'éléments à mettre en place pour assurer ce niveau de qualité. Merci Noria pour cette présentation. Alors j'ai pas tout à fait fini, pardon. Excusez-moi. Voilà, c'était le dernier point, c'était effectivement de mettre en place une démarche qualité. Donc c'est toujours intéressant, avant même de lancer de façon globale un dispositif de formation, comme on le faisait d'ailleurs en formation en salle ou pour des examens, c'est de faire un petit pilote en fait avec un panel d'apprenants pour valider que tout est bien rodé, que ça répond bien aux besoins et que les différents outils sont optimaux. Et puis après, ça va être de faire des évaluations à chaud et à froid des apprenants, mais souvent on le fait à chaud. C'est intéressant aussi de le faire à 3 mois, à 6 mois ou sur un an, et de voir ensuite quels sont les retours sur investissement en termes opérationnels sur le terrain, dans la mise en œuvre de nouvelles postures par exemple, et de voir si en termes, quand on forme par exemple des commerciaux, si effectivement ça va se traduire par une augmentation du chiffre d'affaires ou par l'accélération en tout cas des commandes. Et
en même temps qu'on conçoit la formation, parfois on l'oublie, mais c'est intéressant également de définir les indicateurs qui vont nous permettre d'évaluer le succès de la formation. Et ça, c'est vrai que ça se fait vraiment en amont et c'est toujours dans cette même phase préparatoire dont je parlais tout à l'heure. Ce qui est aussi, moi ce que je préconise également, c'est de faire des enquêtes et des tables rondes une fois que la formation est faite. Si on souhaite généraliser, ça peut être intéressant d'avoir des retours qualitatifs en fait et de se dire, de faire échanger les gens, de voir un petit peu ce qui ressort effectivement de leur point de vue, et puis de faire aussi au sein de l'équipe qui a conçu et qui accompagne la formation à distance des retours d'expérience et puis de capitaliser pour formaliser un petit peu tout ce qui a été vécu, tout ce qui a marché et ce qui éventuellement a moins bien marché pour justement capitaliser et éviter de reproduire les erreurs qu'on a pu faire, parce que c'est pas grave de faire des erreurs, c'est aussi comme ça qu'on apprend, mais ensuite d'éviter de les reproduire et de continuer à nous comment dire, à nous orienter vers une démarche vraiment qualitative et d'excellence. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire. Je ne vais pas sauter aujourd'hui, mais voilà, je me disais que cette problématique de se dire comment atteindre l'excellence, il faut vraiment l'avoir en tête. Nous, on l'a tous les jours au sein de l'équipe. C'est vraiment ce qui nous anime, ce qui fait également qu'on est enthousiaste à travailler sur le digital learning. C'est de tendre vers l'excellence et de toujours se remettre en question pour continuer à avancer et à produire et concevoir des dispositifs intéressants et efficaces. Merci Nouria pour tous ces conseils. Merci à vous.